Jean-Pierre Bas, bonjour. Vous revenez dans votre dernier ouvrage sur les violences politiques de la fin de la Deuxième Guerre mondiale à la période de la décolonisation, les réseaux Focard, à travers un portrait de l'ancien monsieur Afrique du général de Gaulle. Et vous êtes parti de textes écrits par un journaliste de l'époque qui s'appelle Georges Chaffard, qui travaillait pour le Nouvel Obs. Qui était ce journaliste et pourquoi s'intéressait-il à Jacques Focard ? Georges Chaffard était un vétéran de la guerre d'Indochine qui est ensuite passé dans l'écriture journalistique. Il est devenu journaliste, notamment au Nouvel Obs, et il a écrit 2 grands livres qui étaient les carnets secrets de la décolonisation, globalement des années 40 à la fin des années 50. Et en 1969, à la faveur de ce qui est convenu d'appeler l'affaire Focard, c'est-à-dire en fait le scandale de presse dans l'entre-deux-tours de la présidentielle de 69 autour de Focard, il a mené une enquête qui est une sorte de 3e tome, c'est paru en fait en feuilleton dans le Nouvel Obs en novembre 69, mais c'est l'équivalent d'un 3e petit tome sur l'histoire secrète de la décolonisation, fondé sur le personnage central de cette histoire en Afrique. D'accord. Il s'intéresse à Jacques Focard, il ne le décrit pas en bien ni en mal, entre grand commis de l'État et Barbouze, toutes les images ont véhiculé à l'époque. Alors effectivement, la première c'est, comme vous le dites, celle du Barbouze, c'est-à-dire une forme de Père Joseph ou de fantomas de la République qui aurait la haute main sur toutes les polices parallèles, les cabinets secrets. Et l'intelligence de son enquête, c'est d'essayer de décortiquer, en retrouvant tous les anciens acteurs, qui fait quoi, comment, et comment toutes ces personnes sont liées à Focard. Et ainsi, il montre que là où on voyait sa main, eh bien, elle n'y est pas forcément, mais qu'en revanche, là où on l'ignorait complètement, il fallait l'y chercher. Il y a 2 choses qui sont très intéressantes dans votre ouvrage. Un, c'est la sécurisation du pouvoir du général de Gaulle à l'époque de l'OAS. Et la deuxième chose, c'est une balade dans les coulisses franco-africaines à l'heure des indépendances. Focard considère que la sécurité physique et politique sont un tout. Il assure les 2 d'ailleurs pour le général de Gaulle, au point de créer une section de protection qui va être dirigée par Paul Comity. Et ce qui est très fort, c'est que cette idée de la protection physique va être également exportée avec les gardes présidentielles, la première étant inaugurée notamment au Gabon, après le coup d'État de 1964, pour sécuriser physiquement le pouvoir exécutif. De l'autre, il essaie de trouver des alliés politiques. Et là, il monte une architecture en intelligence et en alliance avec Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire. On peut parler du roi Hassan II aussi, plus tard. Il a effectivement élargi après son mécanisme d'alliance, dans ce qu'il est convenu d'appeler la France-Afrique, à d'autres acteurs. Hassan II, notamment dans les années 70, après le trou d'air de l'affaire Ben Barka, va revenir. Et puis notamment Omar Bongo, qui émerge entre le lendemain du coup d'État de 1964 et surtout le décès et la succession à son profit de Léon Mba en 1969. C'est aussi l'époque des grandes affaires qui ont défrayé la chronique. Alors, il y a l'affaire Ben Barka, du nom de cet opposant socialiste disparu à Paris. Alors, Jacques Focard va couvrir, mais n'est pas l'auteur. Non, pas du tout. En fait, Jacques Focard ignore l'affaire quand elle survient, mais parce qu'il a la mission de liaison pour la présidence de la République avec le SDEC, les services de renseignement extérieur. L'ancienne DGSE. Voilà, l'ancien nom de la DGSE. Eh bien, il va superviser l'enquête interne qui va être menée par le directeur général lui-même et va aviser en réalité de la succession qui va avoir lieu au SDEC et la réorganisation qui s'ensuit. C'est aussi l'époque des assassinats politiques, et notamment de l'opposant Félix Moumié. Alors, effectivement, et ces violences se sont à inscrire dans la question de la décolonisation de manière plus globale. C'est-à-dire qu'à cause de la guerre du Cameroun, il va y avoir 2 grandes fragilités pour l'année 1960 aux yeux de la France, en réalité dans une séquence 58-60, c'est-à-dire au moment où on passe de la communauté aux indépendances. Le premier point, c'est la Guinée, avec le régime de Sékou Touré. Avec un projet de déstabilisation. Avec un projet de déstabilisation qui va être découvert en 1960 par les Guinéens. Et d'autre part, la lutte contre l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, qui lutte pour l'indépendance du pays et contre la République d'Aïdjo, et parmi lesquelles les 2 grandes figures qui seront tuées sont Ruben Nyobé en 1958, puis Félix Moumié en 1960,
Dans quelles conditions? Alors Félix Mounier en 1960 va être tué à Genève, Ah oui, à Genève, à Paris. empoisonné par un thallium à l'instigation du service action du SDEC. Du SDEC. En fin de compte, Foccart a essayé de maintenir le précaré francophone, enfin l'influence de la France au sein du précaré francophone durant toutes ces années. En 1960, le modèle d'influence française va profondément évoluer. L'âge colonial est terminé, c'est entendu, il faut faire évoluer le schéma, mais pour autant, il le dit au frontispice de la création du secrétariat général des affaires africaines et malgaches, l'ancêtre de la cellule Afrique de l'Élysée, il dit « ce ne sont plus des affaires françaises, mais ce ne sont pas vraiment des affaires étrangères ». Et dans cet entre-deux, il va construire une architecture qui géographiquement deviendra le précaré, c'est-à-dire d'abord l'influence française dans l'Afrique francophone. Qui repose sur des piliers, on l'a vu, certains pays, qui repose sur une monnaie aussi, qui repose aussi sur une stratégie pétrolière. À ce titre, il y a une annexe très intéressante écrite par l'un de ses disciples, c'est une note de stratégie qui préfigure un peu toute la politique africaine de la France, avec l'importance des pays du Golfe de Guinée dans la stratégie pétrolière de la France, avec Elf qui monte en puissance. En réalité, sans mandat, Jean-Maurice Chaubeaupré, qui était un collaborateur de Foccart passé au service d'Houphouët-Boigny, imagine ce qui doit être, il l'appelle lui-même de 1940 à ERAP, imagine ce que doit être la stratégie d'indépendance énergétique de la France, dans laquelle il considère que la construction de l'entreprise publique ELF participe de cette stratégie gaulliste. Alors pourquoi l'écrit-il en 1971 ? Parce qu'il essaye de traduire et de projeter ce qu'il considère être la pensée de la souveraineté gaulliste. De Gaulle a quitté le pouvoir en 69, est mort en 70, et en fait, toutes ces personnes ont grandi et vécu dans son ombre, et donc se demandent à l'aube des années 70 quelle doit être la stratégie à mener. Ce qui est intéressant, c'est que Maurice Chaubeaupré, quand il écrit ce texte, est dans une zone grise, dans l'entre-deux. Il ne relève plus de Foccart, même s'il est en relation avec lui, et il est conseiller d'Houphouët-Boigny. Et en même temps, il est vraiment ce qu'on va appeler, et on va voir l'espace de la France-Afrique saturé de ça, un missi dominici, c'est-à-dire un émissaire, un intermédiaire entre les présidents. Oui, parce que qu'est-ce que va devenir Jacques Foccart à son départ de l'Élysée en 1974 et ses réseaux? Alors Jacques Foccart quitte avec le décès de Georges Pompidou et la victoire de Giscard d'Estaing, quitte l'Élysée et va notamment s'investir dans la construction du RPR. Il soutiendra la candidature de Jacques Chirac, dont il deviendra le conseiller spécial pour l'Afrique à Matignon, entre 86 et 88, dont il dirigera la cellule Afrique à la mairie de Paris, appelée cellule Martignac du nom de la rue où elle est installée entre 1988 et 95, et deviendra conseiller de Jacques Chirac entre 95 et 97 à l'Élysée. Il ne dirige plus à l'âge canonique qu'il a la cellule africaine officielle, mais Jacques Chirac le conserve comme représentant personnel auprès du chef d'État. Je crois qu'il a toujours une petite influence, parce que juste avant sa mort, l'une des dernières personnes qu'il essaiera de faire partir en exil est le général Mobutu. Jusqu'à quasiment les derniers instants de sa vie, Mobutu va être soutenu par Jacques Foccart. L'histoire n'avait d'ailleurs pas commencé de manière très réjouissante entre eux, puisque Foccart avait laissé et soutenu la sécession du Katanga et puis d'autres scénarios avec Tshombe contre Mobutu. Mais à la fin des années 60, Mobutu devient un de ses alliés dans la zone. Et en 97, Foccart fait tout pour essayer de sauver Mobutu, qui est à ce moment-là en train de s'effondrer face à la rébellion de Laurent-Désiré Kabila. Et il mourra quelques jours après. Jean-Pierre, merci. Merci beaucoup.